On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté? Et qu'elle avait aussi des anneaux? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants.
Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11°C. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22°C, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes ? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges ? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes ? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options, devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile.
Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre, donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal. Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter, mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber. Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité.
Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non? Passons à Neptune. Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane. Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, techniquement ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid. Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur torride de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète, et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302.
ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil.
À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile ?
Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a 2 problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les 2 côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant,
les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le Soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés. Et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la 2e planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de 0. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière. Et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps, si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars.
Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnants dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Des nuages de feu et de fumée s'élèvent et la fusée décolle. La Delta IV Heavy est l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. 3 énormes moteurs brûlent des tonnes de carburant, ce qui permet au vaisseau spatial de prendre de l'altitude. Les 2 boosters latéraux se détachent et laissent le booster central pour la suite de l'ascension. Une fois en orbite, la fusée libère sa cargaison. Voici la sonde Parker Solar Probe, le premier vaisseau spatial à toucher le Soleil. Et nous allons suivre son voyage étape par étape. La sonde a été lancée le 12 août 2018 et a commencé son voyage vers notre étoile. Le Soleil est à 93 millions de kilomètres de la Terre. C'est 390 fois la distance Terre-Lune et 36 000 fois la largeur des États-Unis d'une côte à l'autre. Les particules de lumière que le Soleil émet ont besoin de 8 minutes pour parcourir cette distance. Pour nos fusées classiques, ce voyage prendrait plus de 200 jours. Mais la sonde Parker Solar Probe l'a parcouru plus rapidement en utilisant des manœuvres gravitationnelles. Sur son chemin de la Terre au Soleil, la sonde a tourné autour de notre voisine, Vénus. Il lui suffisait d'entrer dans le champ gravitationnel de la planète et de le laisser s'attirer. À ce stade, notre sonde spatiale a reçu un coup de pouce supplémentaire. Et elle n'a pas eu besoin de gaspiller de carburant. Après avoir effectué une orbite, les moteurs de la sonde spatiale ont modifié la trajectoire et la sonde a quitté l'orbite de Vénus.
Elle a reçu suffisamment d'accélération pour se rendre jusqu'au Soleil. Et le 5 novembre 2018, la sonde Parker Solar Probe a effectué sa première approche du Soleil. Avant de toucher sa surface, la sonde a d'abord dû entrer dans l'orbite de l'étoile. Pour y parvenir, elle a effectué encore plus de manœuvres gravitationnelles. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à tourner autour du Soleil, l'objet le plus lourd du système solaire, et dont la gravité est la plus puissante. Ainsi, celui-ci a donné à la sonde une incroyable accélération à chaque passage. La sonde solaire Parker se déplaçait constamment entre deux points. Ce sont le périhélie et l'aphélie. Regarde, voici le Soleil et voici l'orbite de la sonde en forme d'ellipse. Le point le plus proche du Soleil est le périhélie. Le Soleil attirait la sonde à une vitesse incroyable. À ce moment, la sonde a commencé à s'éloigner de l'étoile. Elle avait encore beaucoup de vitesse et d'énergie. Mais elle luttait contre la force gravitationnelle de l'étoile. Donc, elle a progressivement ralenti. Le point où la sonde a perdu toute son accélération s'appelle l'aphélie. La force gravitationnelle de l'étoile l'a emportée et la sonde a commencé à revenir vers le Soleil en reprenant de la vitesse. La sonde a effectué plusieurs cercles en suivant une orbite stable, mais son orbite s'est à nouveau croisée avec celle de Vénus. Une nouvelle manœuvre gravitationnelle. Après cela, la trajectoire de la sonde Parker Solar Probe s'est légèrement modifiée et elle a gagné en vitesse. Le point de périhélie de son orbite est maintenant plus proche du Soleil. La sonde a effectué plusieurs autres cercles en suivant cette nouvelle orbite. Puis à nouveau, elle s'est approchée de Vénus, une autre approche du Soleil. Chaque rencontre avec Vénus a permis de corriger la trajectoire de la sonde et de réduire progressivement sa distance par rapport à notre étoile. En avril 2021, la sonde Parker Solar Probe s'est finalement approchée du Soleil au point de toucher sa couronne. Bien que la distance réelle entre la sonde et le Soleil ait été de 8,5 millions de kilomètres, cela a tout de même été considéré comme un contact. Regardons la structure de notre étoile en la coupant en deux. Voici le noyau du Soleil. Il fait environ un quart de sa largeur. Ce noyau est 150 fois plus dense que l'eau. En raison de la forte pression et de la température élevée, des réactions nucléaires s'y produisent. L'hydrogène se transforme en hélium et dégage une quantité incroyable de chaleur et de rayonnement. La couche suivante est la zone de rayonnement. C'est là que la chaleur est transférée du noyau aux couches suivantes. Mais ici, les photons ne se déplacent pas vers l'extérieur. Ils peuvent être dirigés n'importe où et réémis de nombreuses fois. Les scientifiques pensent que le temps moyen nécessaire à un photon de lumière pour voyager du noyau à la couche suivante du Soleil est d'environ 10 000 à 170 000 ans. Ensuite, il y a la zone de convection. C'est ce que l'on considère comme la surface du Soleil. Mais ce n'est pas une surface solide. C'est un océan de plasma chaud. Cela ressemble à un nid d'abeilles. C'est parce que le plasma chauffé s'élève des couches inférieures, créant quelque chose comme des mini-geysers. Et tandis qu'il est encore chaud au milieu de ces geysers, les bords se refroidissent, ce qui crée un incroyable motif à la surface du Soleil. Les couches suivantes sont l'atmosphère du Soleil. Tout d'abord, la photosphère. C'est la couche qui émet de la lumière. Et c'est exactement ce que tu vois quand tu regardes le Soleil. Mais attention, ne fais pas ça. Il faut un équipement spécial pour regarder notre étoile. La photosphère a jusqu'à 400 km d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur à laquelle la Station spatiale internationale se déplace au-dessus de la Terre. Ensuite, la chromosphère, ou la sphère de couleur. Cette couche de l'atmosphère du Soleil donne à l'étoile sa teinte rougeâtre. Les protubérances solaires apparaissent ici. Ce sont de puissantes émissions de matière qui quittent la surface du Soleil. Leur vitesse peut atteindre 700 km par seconde. À un moment donné, elles sont attrapées par le champ magnétique de l'étoile et ramenées en arrière. Et puis, il y a la couronne, l'enveloppe gazeuse du Soleil. C'est là que se produisent les éjections les plus puissantes. Tu peux voir la couronne pendant les éclipses, lorsque la Lune recouvre le disque solaire. Dans ce cas, tu peux voir une sorte de lueur autour de l'étoile. C'est la couronne. Elle s'étend sur des millions de kilomètres autour du Soleil. Et la sonde Parker Solar Probe a touché précisément cette zone. C'est là que la matière et le rougeoiement solaire sont encore soumis à la gravité de l'étoile et ne s'envolent pas dans l'espace. Et tout ce qui se trouve au-delà de cette zone est le vent solaire. Ce sont les matériaux et les radiations qui parviennent à échapper à la gravité du Soleil et s'envolent vers l'espace. La sonde solaire Parker a surpris les astronomes en fournissant plus d'informations sur cette frontière. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un mur circulaire parfait comme nous le pensions. La frontière est discontinue et inégale. Elle ressemble plus à une chaîne de montagnes.
Ces régions bosselées ont cette forme à cause du flux irrégulier de plasma provenant de la surface du Soleil. Plus ce flux est important et puissant, plus la frontière est éloignée de la surface de l'étoile. Mais les scientifiques ne savent pas encore ce qui cause exactement cette différence. Après avoir effectué le survol du Soleil, la sonde Parker Solar Probe a poursuivi son voyage et a recommencé à s'éloigner de l'étoile. Les chercheurs s'attendent à 4 autres approches en 2022. En août 2023, la sonde effectuera un survol de Vénus. Elle gagnera en vitesse et s'approchera du Soleil à une distance record. Le prochain survol de Vénus aura lieu en 2024. Avec un peu de chance, la sonde Parker Solar Probe sera capable de résister aux températures élevées et aux radiations à proximité du Soleil. Heureusement, les scientifiques ont pris soin de cela. La sonde a un bouclier solaire. Il est fixé sur le côté de la sonde qui fait face à l'étoile. Il a la taille d'une fenêtre de maison et une épaisseur de 10 cm. Il est fait d'un matériau spécial qui peut résister à une température d'environ 1370 degrés Celsius. C'est presque 6 fois plus élevé que la température d'un four de cuisine classique. Le corps de la sonde est fait d'un matériau blanc qui reflète la lumière du Soleil. Tout l'équipement scientifique est placé au centre de l'ombre de ce bouclier. Si les rayons du Soleil frappent de près le corps non protégé de la sonde, tous les équipements seront hors d'usage en quelques dixièmes de seconde. La sonde solaire Parker est équipée d'un instrument d'investigation des champs électromagnétiques. Il s'agit d'un système permettant de mesurer les champs électriques et magnétiques, les ondes radio, la température et la densité du plasma. L'imageur à grand champ de la sonde Parker Solar Probe, ou WISPER, est un télescope optique, celui-là même qui a pris ces images étonnantes du plasma en mouvement dans la couronne de l'étoile. Ces courants sont ce que tu vois pendant les éclipses solaires. L'enquête sur les protons et les électrons du vent solaire mesure les protons, les électrons et les ions d'hélium. Elle aide les scientifiques à étudier les vents solaires. Elle nuit souvent à notre technologie. Des éruptions inattendues à la surface du Soleil provoquent de graves vents solaires. Ils peuvent brûler les puces des satellites en orbite autour de la Terre. Étant donné que nous avons l'ISS, où des gens travaillent en permanence, nous devons en savoir plus sur les vents solaires et sur la façon de nous en protéger. Alors que la sonde Parker Solar Probe poursuit ses recherches, elle a déjà établi plusieurs records mondiaux. C'est l'objet fabriqué par l'homme le plus proche du Soleil. C'est aussi le détenteur du record de vitesse. Lors de son approche finale du Soleil, la sonde a atteint une vitesse de 162 km par seconde. Cela signifie qu'elle pourrait couvrir la distance entre New York et Los Angeles en seulement 24 secondes. Et un voyage autour de la Terre prendrait environ 4 minutes. Un voyage vers la Lune dans un vaisseau spatial de ce type ne prendrait que 40 minutes. En 2025, la sonde Parker Solar Probe s'approchera au plus près du Soleil, atteignant une vitesse d'environ 690 000 km/h. Mais même cette vitesse ne représente que 0,064% de la vitesse de la lumière. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est aussi la plus petite de notre système solaire. Sa taille est comparable à celle de la Lune, et ces deux astres partagent certaines similitudes, notamment leur teinte grise et leur surface rocheuse. Mercure est parsemé de nombreux cratères et bassins d'impact, vestiges des collisions avec des astéroïdes qui ont marqué sa surface pendant des centaines de milliers d'années. Explorer cette planète s'avérerait extrêmement difficile, non seulement en raison de ses cratères, mais également de ses impressionnantes falaises, dont certaines atteignent plus de 1000 mètres. Cependant, Mercure n'offre pas uniquement des paysages arides et désolés. Ses levées et couchers de soleil sont particulièrement spectaculaires. En raison de son orbite très elliptique et de sa rotation spécifique, il arrive que plusieurs levées ou couchers de soleil se produisent simultanément. Vous pourriez ainsi observer le soleil se lever, disparaître à l'horizon, puis réapparaître, créant un spectacle unique dans notre système solaire. Mais examinons maintenant vos chances de survie si vous deviez atterrir sur Mercure. Autant être clair, elles sont extrêmement minces. Imaginez que vous parveniez à poser votre vaisseau spatial et que vous sortiez explorer la surface de cette planète. Le premier défi majeur auquel vous seriez confronté serait le climat extrême de Mercure, alternant entre des températures brûlantes et glaciales. Quelle que soit la situation, votre survie n'excéderait pas 2 secondes. Contrairement à la Terre, où une journée dure 24 heures, une journée sur Mercure s'étend sur 1408 heures terrestres. Durant cette période, la lumière du Soleil élève la température jusqu'à 430 degrés Celsius, tandis que l'obscurité fait chuter celle-ci à moins 180. Un tel environnement est tout simplement incompatible avec la vie humaine. Enfin, avant d'envisager de poser le pied sur Mercure, sachez que cette planète possède une atmosphère extrêmement ténue, appelée exosphère.
Celle-ci se forme lorsque les vents solaires frappent en sa surface, projetant des particules dans l'espace. En conséquence, cette fine couche ne procure presque aucune protection contre les rayonnements solaires. Même si vous aviez réussi à survivre jusqu'à ce stade, le rayonnement solaire finirait par vous être fatal. Mercure reçoit une quantité de rayonnement 11 fois supérieure à celle que nous subissons sur Terre. Cela constituerait un défi de taille pour votre matériel, et les conséquences pour un être humain seraient encore plus désastreuses. Le rayonnement spatial représente déjà un danger majeur pour les astronautes évoluant en orbite et entraîne divers problèmes de santé. Sur Mercure, les risques seraient décuplés. Une exposition intense et brève à une forte dose de radiation entraîne un syndrome d'irradiation aiguë. La gravité de cette condition dépend de plusieurs facteurs. La quantité de radiation absorbée, la durée de l'exposition, la puissance de l'énergie émise et la distance entre la source et la personne exposée. Sur cette planète, les conséquences seraient immédiates. Quiconque quitterait son vaisseau spatial sans une protection adéquate ressentirait très rapidement des nausées, suivies de symptômes plus graves. Même si l'astronaute parvenait à regagner le vaisseau en urgence, cela ne garantirait pas sa sécurité. Le syndrome d'irradiation aiguë peut inclure une phase initiale asymptomatique, suivie de manifestations bien plus sévères, souvent tardives. Toutefois, si vous trouviez un moyen de contourner tous ces dangers et de vous protéger efficacement, l'exploration de Mercure pourrait se révéler fascinante. En raison de sa taille bien inférieure à celle de la Terre, Mercure possède une gravité de surface réduite à seulement 38% de celle de notre planète. Vous y pèseriez donc beaucoup moins, et un simple saut vous permettrait de vous élever à plus d'1,20 m de hauteur. À ce jour, aucun astronaute n'a encore posé le pied sur Mercure. Toutefois, 2 sondes spatiales ont déjà exploré cette planète, et une 3e mission est prévue pour 2025. Malheureusement, la proximité de Mercure avec le Soleil rend son observation particulièrement difficile, même pour le télescope spatial Hubble. Cela explique en partie pourquoi cette planète demeure la moins étudiée de notre système solaire. Tu te tiens sur le pont de ton vaisseau spatial ultra moderne. Aujourd'hui, ta mission est de voler vers les zones inexplorées de l'espace. Tu passes devant de magnifiques nébuleuses, des pulsars tournoyants et des trous noirs. Bientôt, tu arriveras sur une planète où la vie pourrait exister sous les formes les plus inhabituelles. Tu serreras la main d'un étrange insecte de la taille d'un éléphant et tu établiras peut-être même des relations diplomatiques avec lui. Cela pourrait arriver dans le futur. Pour le moment, l'humanité tente simplement d'aller plus loin dans l'espace. Les gens ont emprunté la voie des airs pour la première fois en 1783, lorsque des ingénieurs français ont construit la première montgolfière au monde. Mais elle ne s'est élevée au-dessus du sol que sur 1/3 de la hauteur de la Statue de la Liberté. En 1903, les frères Wright ont effectué le premier vol dans un avion contrôlé. Depuis, les gens n'ont cessé de s'élever de plus en plus haut. De nos jours, les avions modernes peuvent monter à une altitude de 13 km, soit l'équivalent de 34 Empire State Building empilés les uns sur les autres. En 1931, on a enfin atteint la stratosphère. Un physicien suisse et son assistant ont utilisé un ballon à air chaud pour atteindre une altitude record de 15,8 km au-dessus de la surface de la Terre. Ils ont été les premières personnes du monde à observer la courbure de l'horizon de notre planète. 30 ans plus tard, le premier humain s'est envolé dans l'espace. C'était Youri Gagarin. Il s'est lancé depuis la Terre et a atteint une orbite terrestre basse en 10 minutes environ. L'altitude maximale du vaisseau spatial de Gagarine était d'environ 327 km, soit presque la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Le premier cosmonaute a voyagé au-dessus de la face nocturne de la Terre, survolé l'Amérique et a atterri avec succès 108 minutes plus tard. De nos jours, une distance de 400 km dans l'espace n'est plus un exploit. C'est l'altitude à laquelle la Station spatiale internationale orbite autour de la Terre. Des astronautes du monde entier y séjournent à tout moment. En 1969, Apollo 11 a établi un nouveau record pour le vol le plus lointain dans l'espace. Son équipage a parcouru environ 384 000 km jusqu'à la Lune et a atterri avec succès à sa surface. La mission sera restée à la surface de notre satellite pendant environ 21 heures. Puis, l'équipage est rentré avec succès. 1 an plus tard, le record de distance a été battu par la mission Apollo 13. Elle a fait une boucle autour de la Lune et est revenue sur Terre. Au point le plus éloigné, les astronautes étaient à plus de 400 000 km de la Terre. C'est comme faire 11 fois le tour du globe. Et c'est encore aujourd'hui la plus longue distance que des astronautes aient jamais parcourue dans l'espace. Mais nous avons l'intention de battre ce record en volant vers Mars. Moins d'1 fois par an, la Terre et Mars s'alignent de telle manière que la distance entre les deux planètes est de 34 millions de kilomètres.
S'il y avait une autoroute de la Terre à Mars, il te faudrait environ 62 ans pour y arriver en voiture. Un voyage en vaisseau spatial prendrait environ 6 à 8 mois. Quand nous y arriverons, l'humanité deviendra multiplanétaire et ce sera un nouveau record de voyage dans l'espace. Pour l'instant, les astronomes doivent encore compter sur différentes sondes afin de recueillir toutes les informations nécessaires. Par exemple, la sonde Parker Solar a été envoyée depuis la Terre directement vers le Soleil. Elle a volé sur une distance d'une unité astronomique jusqu'à sa destination. Cela représente environ 150 millions de kilomètres. La sonde a déjà accompli plusieurs révolutions autour du Soleil et de Vénus. Mais l'attraction gravitationnelle du Soleil est si forte que la vitesse de la sonde est maintenant supérieure à 531 000 km/h, soit 13 fois plus rapide que la vitesse d'une fusée moyenne. Une autre sonde, Voyager 1, détient le record de l'objet le plus éloigné jamais créé par l'homme. La sonde, qui pèse autant qu'une grosse moto, a été lancée en 1977. Après un an de vol, elle a atteint la ceinture d'astéroïdes, au-delà de l'orbite de Mars, et s'est dirigée vers Jupiter. La sonde a pris plusieurs photos de la géante gazeuse et a poursuivi en direction de Saturne. Après avoir visité toutes ces planètes, Voyager 1 a mis le cap sur l'espace interstellaire, en vue de quitter le système solaire. En 2004, la sonde avait parcouru environ 94 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est là que se trouve la limite du système solaire appelée héliosphère. Là, le vent solaire ralentit en dessous de la vitesse du son. Cela crée une onde de choc qui a bien failli détruire Voyager 1. Mais heureusement, la sonde a résisté et a poursuivi son chemin. En 2012, Voyager 1 a finalement quitté notre système solaire et vole maintenant vers l'étoile Gliese 445. Elle est censée l'atteindre dans 40 000 ans. Voyager 1 a une sœur jumelle, Voyager 2. Bien que la deuxième sonde ait été lancée plus tôt, elle a quitté le système solaire 6 ans plus tard. Dans 300 ans, Voyager 2 atteindra la limite intérieure du nuage de Oort. Il s'agit d'un amas de petits astéroïdes et de corps célestes autour de notre système solaire. Dans 40 000 ans, Voyager 2 passera devant la naine rouge Ross 248. Et dans près de 300 000 ans, la sonde est censée s'approcher de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Peut-être que les sondes pourront entrer en contact avec une autre civilisation et leur transmettre le message qu'elles portent sur leur disque d'or. Ces disques contiennent des salutations en 55 langues et des musiques de différentes cultures et pays. Il y a aussi des sons de l'océan, des gazouillis d'oiseaux, des bruits d'insectes et différents sons d'animaux. Il y a aussi 116 images qui pourraient aider d'autres civilisations à comprendre la composition de l'atmosphère terrestre et la structure de l'ADN humain. Certaines images ne sont que des paysages de notre planète, déserts, montagnes, îles et rivières. Quoi qu'il en soit, pour faire des humains une espèce multiplanétaire, il faudrait que nous allions sur Mars. Cela prendrait moins d'1 an, mais si les humains décidaient de devenir une espèce interstellaire, il nous faudrait voyager jusqu'à Proxima Centauri. C'est l'étoile la plus proche de notre système solaire. La lumière de cette naine rouge atteint la Terre en un peu plus de 4 ans. Mais si tu décidais d'utiliser de bons vieux moteurs de fusée, le voyage te prendrait environ 73 000 ans. La clé des voyages longue distance est la vitesse. Il faudrait mettre au rebut les moteurs de fusée traditionnels et inventer quelque chose de résolument novateur. Pourtant, certains scientifiques affirment que nous pourrions être en mesure d'atteindre Proxima Centauri avant la fin de ce siècle. Pour cela, nous allons créer une microsonde qui sera plus petite qu'un ongle. Elle sera lancée dans l'espace, puis un puissant rayon laser provenant de la Terre poussera la sonde vers l'avant, lui permettant d'atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Dans ce cas, le voyage de la sonde vers l'étoile la plus proche prendra environ 20 ans. Mais même après son arrivée, les ondes radio contenant le signal de la sonde n'atteindront la Terre que 4 ans plus tard. Maintenant, si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, quelle distance pourrions-nous parcourir? Voici la Voie lactée. Il te faudrait plus de 100 000 ans pour voyager d'un côté de sa spirale à l'autre. Et si tu achetais un billet pour la galaxie d'Andromède, le voyage te prendrait 2,5 millions d'années. En voyageant à la vitesse de la lumière pendant environ 100 millions d'années, tu quitterais le superamas de la Vierge. Tous les petits points que tu verrais là-bas sont en fait d'énormes galaxies contenant des milliards d'étoiles. 1 milliard d'années de voyage et tu te trouverais dans le superamas voisin. Et à présent, ces petits points sont en fait des superamas contenant des milliards de galaxies. 14 milliards d'années de voyage et tu atteindrais le bord de l'univers observable. C'est la distance maximale à laquelle les télescopes de la Terre peuvent voir.
Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans cette limite. Chaque galaxie peut avoir des étoiles comme notre Soleil. Autour de chaque étoile, il y a une zone habitable où l'eau peut exister sous sa forme liquide. Cela donne une chance à la vie d'y apparaître. Les gens adoreraient trouver cette vie et entrer en contact avec elle. Mais la distance de milliards d'années de voyage rend cela impossible. Il existe une théorie selon laquelle on pourrait voyager à des milliards d'années-lumière en utilisant des trous de verre. Imagine que l'espace-temps soit une feuille de papier. Notre galaxie, la Voie lactée, se trouve d'un côté et une galaxie inconnue de l'autre. Un itinéraire rectiligne entre les deux prendrait des milliards d'années. Mais si tu plies le papier en deux, ces deux mondes se retrouveront juste à côté l'un de l'autre. Et tu pourras t'y rendre en passant par une sorte de trou, un trou de verre. Il déforme l'espace-temps, ce qui pourrait nous permettre de devenir une espèce intergalactique. Certains scientifiques affirment qu'il pourrait y avoir des trous de verre à l'intérieur des trous noirs. Ce sont les objets les plus mystérieux et les plus massifs de l'univers. Ils sont si lourds qu'ils peuvent aussi déformer le tissu de l'espace-temps. Une minute près d'un trou noir pourrait correspondre à une semaine ou un mois sur Terre. Si un vaisseau spatial pouvait résister à une force gravitationnelle aussi puissante et pénétrer au cœur d'un trou noir, il sortirait peut-être de l'autre extrémité du vortex. Il pourrait se trouver quelque part dans une autre partie de notre galaxie, ou dans une autre galaxie, ou même dans un univers parallèle. Le trou noir le plus proche de la Terre se trouve à 1500 années-lumière. On l'appelle la licorne. Il pèse à peu près la masse de 3 soleils. Cela signifie qu'il est très petit par rapport aux autres trous noirs. Certains d'entre eux peuvent peser jusqu'à 6,5 milliards de masses solaires.